Salut chers étudiants et bienvenue à cette vidéo explicative du corrigé du TD numéro 2 de la géodynamique externe. Alors cette vidéo, ou bien ce TD numéro 2 porte sur la climatologie et le cycle de l'eau. Premier exercice, il concerne le réchauffement climatique. Il faut répondre à trois questions sur le réchauffement climatique. 1. Définir l'effet de serre. 2. À quoi est dû le réchauffement climatique. 3. Quels sont les effets du réchauffement climatique? Ce sont des questions simples. Il suffit d'avoir bien retenu le cours pour y répondre. Je vais donc faire un petit rappel du cours avant de répondre. La troposphère est la partie la plus basse de l'atmosphère et où évoluent tous les êtres vivants. La température à la surface de la Terre est maintenue à une valeur tolérable pour ces êtres vivants. Un système de plusieurs facteurs contribue à maintenir cette température à une valeur qui permet la vie. Lorsque le rayonnement solaire atteigne le sommet ou le toit de l'atmosphère, les valeurs de l'énergie reçue par l'atmosphère est très variable selon le jour et la nuit, selon les saisons, selon l'endroit où on se trouve sur la surface de la Terre, la surface de l'atmosphère. Les scientifiques experts ont calculé une valeur moyenne annuelle de 343 watts au mètre carré. Chaque mètre carré donc de la surface de l'atmosphère reçoit annuellement 343 watts au mètre carré. Le tiers de cette énergie est réfléchi directement par le sommet de l'atmosphère, soit 103 watts au mètre carré. Donc seulement 70% arrivent à pénétrer l'atmosphère, soit 240 watts au mètre carré. Dans les 70% qui pénètrent l'atmosphère, une partie, soit 20%, est l'équivalent de 69 watts au mètre carré est injecté directement dans l'atmosphère. Et les 50% restants atteignent la surface de la Terre et sont absorbés par la surface de la Terre. La Terre absorbe donc 172 watts au mètre carré. Le sol réagit immédiatement par le réchauffement de l'air qui lui est immédiatement voisin. Il y envoie quelques 24 watts au mètre carré. Les plans d'eau se réchauffent à leur tour et évaporent l'eau en injectant dans l'atmosphère une énergie sous forme de vapeur de 79 watts au mètre carré. Jusqu'à maintenant, on voit que trois sources d'énergie sont reçues par l'atmosphère, dont 69 watts au mètre carré reçus directement du Soleil, 24 watts au mètre carré reçus de la réflexion du sol et 79 watts au mètre carré reçus par l'évaporation des plans d'eau. Donc le total est 72 watts au mètre carré. La Terre émet son propre rayonnement, c'est un rayonnement infrarouge. Elle émet un rayonnement infrarouge annuel de 390 watts au mètre carré, dont 10%, soit 40 watts au mètre carré, sont envoyés directement hors de l'atmosphère. Et 90%, soit 350 watts au mètre carré, sont rajoutés aux 170 watts au mètre carré issus du Soleil pour avoir un total d'énergie de 522 watts au mètre carré au niveau de l'atmosphère. Alors ici, ce sont les gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère qui vont réguler cette chaleur et maintenir la température de l'atmosphère au niveau de la surface de la Terre à une température acceptable pour la vie. Ces gaz qui sont le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d'azote et d'autres en moindre quantité absorbent cette chaleur et la redistribuent. 200 watts au mètre carré sont envoyés hors de l'atmosphère et 322 watts au mètre carré sont réabsorbés par la surface de la Terre, ce qui maintient la température à la surface de la Terre relativement stable avec un bilan radiatif global nul. Si on calcule la différence entre l'énergie reçue au sommet de l'atmosphère et celle renvoyée au niveau de ce même sommet, on trouve que l'énergie reçue est égale à l'énergie renvoyée. Les rayons solaires envoient 343 watts au mètre carré d'énergie annuelle et l'énergie renvoyée annuellement par le sommet de l'atmosphère sont les 103 watts réfléchis directement à partir des rayons solaires, les 200 watts au mètre carré émis par les gaz à effet de serre et les 40 watts au mètre carré
émis directement par le rayonnement infrarouge de la Terre. Le total des rayons émis hors de l'atmosphère est de 343 watts au mètre carré. Après ce petit rappel sur le bilan radiatif global et l'effet de serre, maintenant on peut répondre aux questions. La première question est définir l'effet de serre naturel. Alors, l'effet de serre naturel est un phénomène naturel qui permet de maintenir la température de l'atmosphère près de la surface de la Terre à une moyenne de 15 degrés. Ce sont des gaz de l'atmosphère qu'on appelle des gaz à effet de serre qui absorbent la chaleur et permettent de garder la surface de la Terre à une température modérée. Si ces gaz n'existaient pas, la température de la surface de la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. La deuxième question est à quoi est dû le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est principalement dû à certaines activités humaines qui accroissent la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Ces activités sont l'utilisation des combustibles fossiles. La combustion du charbon, du pétrole, du gaz butane produit du dioxyde de carbone et du protoxyde d'azote en grande quantité. L'exploitation des forêts tropicales. La disparition des forêts ou la déforestation, les arbres régulent le climat en absorbant le CO2 de l'atmosphère. Lorsqu'ils sont abattus, cet effet positif est perdu et le carbone stocké dans les arbres est libéré dans l'atmosphère, aggravant l'effet de serre. L'élevage du bétail. Alors, l'augmentation du nombre d'élevages de bovins et d'ovins provoque la production de grandes quantités de méthane lorsqu'ils digèrent leur nourriture. D'autres activités provoquent l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, comme l'augmentation de l'utilisation des engrais azotés provoque aussi l'augmentation de l'émission des protoxydes d'azote. Il y a aussi les gaz fluorés qui ont un effet de réchauffement jusqu'à 23 000 fois supérieur à celui du gaz carbonique. Heureusement qu'ils sont libérés en petite quantité. La troisième question, c'est quels sont les effets du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique se traduit par une augmentation de la température moyenne, qui fait fondre les banquises polaires et qui provoque un dérèglement climatique général. Les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Des canicules, des sécheresses, des crues exceptionnelles, des tempêtes, des ouragans et des cyclones sont des événements météorologiques qui conduisent à un risque de désertification, un risque de surélévation du niveau des océans et à beaucoup d'autres risques liés à des manifestations extrêmes de phénomènes environnementaux de plus en plus intenses et de plus en plus catastrophiques. Pour le deuxième exercice de ce TD, il faut répondre à trois questions sur la circulation générale de l'air dans la troposphère et on vous donne une figure. Là aussi, les questions sont faciles à résoudre si le cours est bien assimilé. Donc, indiquez sur la figure les noms des cellules de convection de l'air, expliquez les processus de déplacement de l'air dans les cellules intertropicales, expliquez la déviation des directions de la circulation de l'air en évoquant les forces impliquées. Je vais là aussi faire un petit rappel du cours avant de réciter les réponses aux questions. La circulation générale de l'air dans l'atmosphère correspond au courant qui affecte l'air, sous l'effet des différences de pression atmosphérique. Cet air en mouvement ou cette agitation de l'air, c'est le vent, qui est un des principaux paramètres du climat. C'est un déplacement de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. En moyenne latitude, c'est-à-dire les latitudes du Maroc, le vent en surface peut atteindre 150 à 200 km/h. En surface, les reliefs diminuent la vitesse du vent, alors qu'en altitude, où rien ne retient les vents, la vitesse peut atteindre 500 km/h. Les vents verticaux, ou l'ascendance de l'air vers le haut,
ou la subsidence vers le bas sont plutôt dus à des effets thermiques et à des effets dynamiques. Et les effets thermiques, c'est par exemple le réchauffement de l'air qui diminue sa pression et il se dilate. Et l'effet dynamique, c'est que cet air dilaté va subir la convection et l'ascendance de cet air vers en altitude. Les vitesses verticales sont généralement faibles, sauf dans les orages où elles peuvent atteindre 30-40 km/h. Les courants ascendants peuvent être très puissants en cas de tempête. Donc maintenant, nous passerons à une explication de la circulation atmosphérique générale au niveau du globe terrestre. Les variations de l'angle d'incidence des rayons solaires conditionnent les pourcentages de l'énergie reçue en chaque point de la surface de la Terre. L'énergie reçue apporte la chaleur qui provoque un réchauffement de l'air. L'air réagit immédiatement en se dilatant et en subissant une convection vers le haut. Il crée une zone dépressionnaire qui est automatiquement occupée par l'air des zones de haute pression qui s'engouffrent dans cette partie décompressée. La chaleur est donc le principal moteur de la circulation atmosphérique générale. C'est au niveau de la zone équatoriale que les rayons solaires sont les plus verticaux au cours de l'année. Ce sont donc ces zones qui reçoivent le plus d'énergie. C'est à ces endroits que l'air se réchauffe, se dilate et subit une convection et il s'élève en altitude. Dans ces zones chaudes, règne alors une basse pression, alors qu'au niveau au niveau polaire, la chaleur solaire est le moins captée. Et c'est donc là où les pressions atmosphériques sont les plus hautes. Au niveau de la zone équatoriale, l'air chaud s'élève en emportant avec lui les vapeurs d'eau, qui donneront beaucoup de précipitations, ce qui a permis le développement de la forêt équatoriale, alors que l'air devenu sec continue sa convection jusqu'au sommet de la troposphère et s'étale vers le nord et vers le sud, alors que dans les zones polaires, la haute pression pousse l'air froid loin des pôles. Au niveau de la zone équatoriale, l'air sec refroidi devient plus lourd et retombe au niveau des zones tropicales. Arrivé au sol, il se réchauffe et s'étale vers le nord et vers le sud. Ces zones tropicales sont les zones où sont localisés tous les déserts arides. Ce sont les ceintures désertiques. Vers le nord ou vers le sud, ce vent sec rencontre le vent froid qui arrive du pôle, il le réchauffe et remonte en altitude pour s'étaler de nouveau vers le nord et vers le sud. La circulation atmosphérique suit donc les mouvements circulaires, des mouvements circulaires qu'on appelle les cellules de la circulation générale de l'atmosphère. Dans la zone intertropicale, il y a les cellules de Hadley. Dans la zone tempérée, il y a les cellules de Ferrel. Dans la zone polaire, il y a les cellules polaires. Le fait que la Terre tourne autour d'elle-même affecte ces cellules par des trajectoires tourbillonnantes sous l'effet des forces de Coriolis. Cette déviation étant vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. L'air subit ainsi une somme vectorielle de deux forces, la force de Coriolis et la force résultante des forces de pression. En basse altitude, les variations des reliefs s'ajoutent à ces forces pour contrôler la circulation générale de l'air. Je crois que ce petit rappel du cours est suffisant pour que l'on puisse répondre aux trois questions de l'exercice numéro 2 du TD. Alors, la première question est indiquer sur la figure les noms des cellules de convection de l'air. Donc, ce sont les cellules de Hadley au niveau de la zone intertropicale, les cellules de Ferrel au niveau des zones tempérées nord et sud, et la cellule polaire au niveau des pôles nord et sud. La deuxième question est expliquer les processus de déplacement de l'air dans les cellules intertropicales. Alors, l'air des zones équatoriales est réchauffé par l'ensoleillement. Il devient moins dense et plus léger. Il s'élève alors en altitude jusqu'au sommet de la troposphère. Cette ascension crée une zone dépressionnaire où s'engouffre l'air issu des zones nord et sud jusqu'à 30 degrés de latitude, où la pression est plus forte. Les cellules de circulation d'air se créent entre les tropiques et l'équateur. On les appelle les cellules de Hadley.
Troisième question, expliquez la déviation des directions de la circulation de l'air en évoquant les forces impliquées. Si la Terre ne tournait pas autour de son axe, la circulation serait rectiligne, c'est-à-dire elle suivrait les méridiens entre les régions de haute et des régions de basse pression. Mais comme la rotation de la Terre entraîne une déviation de la circulation sous l'effet de la force de Coriolis, cette déviation étant vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, l'air subit ainsi une somme vectorielle de deux forces, la force de Coriolis et la résultante des forces de pression. Exercice 3. Cet exercice, comme le suivant, se rapporte au chapitre cycle de l'eau. Alors, on vous demande dans cet exercice de remplir le tableau ci-dessous, ce tableau-là, par les éléments ou les phénomènes qu'indiquent les numéros sur le schéma. Donc, sur le schéma, nous avons un certain nombre de numéros et chacun de ces numéros représente soit un élément, par exemple les nuages, la glace, la neige, les rivières, soit un phénomène, c'est-à-dire par exemple une évaporation, une condensation, etc., etc. Deuxième question, indiquée sur le tableau suivant, les changements d'état de l'eau pour les numéros donnés. Donc au numéro 1, 4, 8 et 10, il y a un changement d'état de l'eau, soit du solide vers le liquide, soit du liquide vers le gaz, etc. Alors commençons donc la première question en suivant une petite animation de ce schéma dans lequel on va voir comment se déroule le cycle de l'eau. Sur ce paysage, nous avons des sommets couverts par de la glace, un versant où coulent des rivières, une plage et l'océan. Et nous avons en coupe des grottes dans le substrat. On doit remplir donc dans le tableau les différents éléments qu'on va voir ou bien les différents phénomènes qui vont se produire sur ce paysage. Sur la surface de l'océan, nous avons des brumes qui apparaissent. C'est le numéro 1. Donc, des brumes qui apparaissent, ça veut dire que c'est de l'eau qui s'évapore de la surface de l'eau. Donc, c'est l'évaporation qui se produit à ce niveau-là. Normalement, l'évaporation de l'eau, elle se fait par le passage de l'état liquide à l'état gazeux, mais à l'état gazeux, les molécules d'eau ne sont pas visibles. Lorsqu'ils deviennent visibles, c'est qu'ils se sont agglomérés pour former des gouttelettes et apparaissent sous forme de brouillard, de brume ou même de nuages. Ce qu'on voit au numéro 1, c'est seulement une façon de représenter l'évaporation, alors que normalement les molécules d'eau qui s'échappent de la masse liquide ne sont pas visibles. Élément 2, au niveau des arbres, nous avons là aussi le même type de phénomène qui se produit, mais cette fois-ci, c'est les arbres qui donnent cette évaporation. Donc, c'est l'évapotranspiration. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est l'air chargé de vapeur d'eau qui s'échauffe et s'élève par convection. C'est ce qu'on appelle l'ascendance ou l'ascension. Le numéro 4 concerne les vapeurs d'eau qui s'élèvent avec l'air et qui se transforment en nuages. Lorsque l'air est saturé en eau, il ne permet plus d'avoir plus d'eau gazeuse, donc l'eau gazeuse va s'agglomérer pour former des gouttelettes qui sont assez grosses pour être visibles et assez légères pour rester en suspension. Ce sont les nuages. Donc ici, nous avons la saturation et la formation de nuages. Nous avons ensuite ce phénomène qui déplace le nuage, c'est le vent. Donc 5, c'est le vent qui va déplacer les nuages. Donc au niveau des nuages, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un phénomène qui se passe à l'intérieur du nuage qui va permettre à ce que la pluie tombe. Donc le numéro 6, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des nuages? Les gouttelettes atteignent un calibre, une taille assez grosse avec un poids assez gros pour qu'ils puissent tomber sous forme de pluie. Donc ici, nous avons la condensation, grâce à des noyaux de condensation qui ont permis aux gouttelettes de s'agrandir et d'acquérir un poids suffisant pour qu'elles tombent sous forme de pluie. Donc 7, c'est la pluie. Les nuages, lorsqu'ils sont portés à un étage supérieur, plus haut dans l'atmosphère, il devient plus froid. Il y a plus, la température baisse encore. Mais cette fois-ci, les gouttelettes qui se trouvent dans les nuages ne vont pas se transformer en
gouttes plus grosses, ils vont se transformer en flocons. Nous avons ici donc le passage des gouttelettes d'eau à des cristaux de glace. Le numéro 8, c'est donc une condensation solide, une condensation qui donne des flocons de neige qui va tomber sur les sommets de montagne. Donc le numéro 9, c'est la neige. Alors, la neige tombe sur les montagnes, elle se tasse sur les montagnes, elle peut se transformer en glace. Donc, sur les montagnes, nous avons le numéro 10. Le numéro 10, c'est de la neige ou de la glace. La glace, elle peut, lorsqu'on est sur des chaînes de montagnes assez importantes, la glace, elle peut couler dans des vallées sous forme de glaciers. Sur les bordures des montagnes, nous avons cette glace qui va commencer à fondre. Donc, c'est le numéro 11, c'est la fusion ou bien la fonte. La glace va se transformer en liquide. Ce liquide qui va ruisseler et couler. Donc, le numéro 12, c'est le ruissellement en surface ou bien l'écoulement dans le réseau hydrographique. Une partie va s'infiltrer en profondeur. Donc, le numéro 13, c'est l'infiltration. Une partie va s'infiltrer et aller rejoindre les rivières souterraines. Le numéro 14, ce sont des rivières souterraines. Mais une partie s'infiltre beaucoup plus profondément jusqu'à atteindre des nappes phréatiques profondes. C'est le numéro 15, les nappes phréatiques. Alors, cette eau de profondeur va ressurgir au niveau des sources. Donc, le numéro 16, c'est ce qu'on appelle les résurgences ou les sources. Voilà pour cette première question. Maintenant, passons à la question numéro 2 de cet exercice 3 et remplissons le tableau dans lequel on doit indiquer les changements d'état de l'eau. Au niveau de la zone 1, au niveau du numéro 1, nous avons donc de l'eau liquide qui va se transformer en gaz. C'est l'évaporation. Donc ici, nous avons un passage de l'état liquide à l'état gazeux. Au niveau de la zone 4, ou bien du numéro 4, nous avons de l'eau gazeuse qui va se transformer en petites gouttelettes visibles qui sont les nuages. Donc ici, c'est le passage du gaz au liquide. Ensuite, au niveau du nuage, ici, du numéro 8, nous avons des gouttelettes liquides du nuage qui vont se transformer en cristaux de neige. Donc, en flocons de neige. Donc, on a un passage du liquide au solide. Et enfin, au niveau du numéro 11, nous avons la liquéfaction, la fusion et la fonte de la glace et de la neige. Donc ici, nous avons un passage du solide, qui est la neige ou la glace, au liquide, qui est l'eau. Passons à l'exercice suivant. Exercice numéro 4. Indiquer l'état dans lequel se trouve l'eau dans le schéma. Alors, dans le schéma, nous avons de l'eau dans 4 situations différentes. Nous avons un nuage, l'océan, un iceberg, et dans l'air atmosphérique. Donc, on nous demande d'indiquer l'état de l'eau dans ces 4 positions. Est-ce que s'il est liquide, solide, gazeuse ou... Alors, ensuite, la deuxième question, c'est indiquer les changements d'état lorsqu'on a passage d'une situation à une autre. Il faut indiquer le nom de ce changement d'état. Alors, commençons. Le premier, ici, c'est le nuage. Donc, le nuage, c'est des gouttelettes d'eau suspendues en l'air, des gouttelettes nanométriques suspendues en l'air. Donc, c'est liquide. Dans le 2, c'est le liquide de l'océan, donc il est liquide là aussi. Alors, ici, c'est de la glace. La glace, l'iceberg, c'est un morceau de glace qui a été détaché de la banquise et qui flotte sur l'eau. Donc, c'est du solide. Alors, l'eau dans l'air atmosphérique, il est invisible, mais il existe. Il est gazeux. C'est du gaz. C'est de l'eau gazeuse ou bien de la vapeur d'eau. Alors, indiquer les changements d'état entre 2, 4, 2, 3 et ainsi de suite. Alors, 2, c'est le liquide. 4, c'est l'air. Donc, le passage du liquide à l'air, c'est l'évaporation. Le passage du liquide au solide, c'est la solidification. Le passage du solide à l'air, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Le passage de 4 à 2, c'est-à-dire de l'air au liquide, c'est la liquéfaction. On peut parler de condensation ou bien de saturation de l'air. Donc, la formation de gouttelettes d'eau à partir de vapeurs d'eau.
Ensuite, de 3 à 2, c'est la fusion ou la fonte de la glace. Et enfin, de 4 à 3, le passage direct de l'air à la glace, c'est la condensation solide ou la sublimation inverse. Donc, à partir de l'air, on a une condensation solide qui nous donne des flocons ou des cristaux de glace. C'est ce qui se passe dans les nuages lorsqu'on, par la suite, on a les précipitations de flocons de neige. Le cinquième exercice est sur le bilan hydrologique. On nous donne un petit problème à résoudre. Les données annuelles pour un bassin versant de 105 km² sont les suivantes. Donc, nous avons un bassin versant qui a une surface de 105 km². Précipitation P égale 1288 mm. L'évaporation E, l'évaporation, ça concerne aussi bien l'évaporation que l'évapotranspiration, est égal à 610 mm. Le débit moyen annuel, R, est égal à 2,14 mètres cubes par seconde. Alors ici, c'est l'eau qui a été évacuée du bassin versant par l'exutoire, c'est-à-dire que le bassin versant a perdu. Alors établissez le bilan hydrologique de l'année. Donnez le stock à la disposition à la fin de l'année en admettant un stock initial de 183 mm. Et enfin, qu'en déduisez-vous quant à la nappe phréatique? Calculez la variation en pourcentage. Qu'est-ce que c'est que donc le bilan hydrologique, qu'on appelle aussi le bilan hydrique? Le bilan hydrologique représente la différence entre les quantités d'eau entrant et celles sortant d'un système défini dans l'espace et dans le temps. Dans l'exercice, on nous demande de travailler sur un bassin versant pendant une année. On exprime généralement le terme du bilan hydrologique annuel en hauteur d'eau, millimètres par exemple, sur une surface de 1 mètre carré. On parle alors de lames d'eau, qu'elles soient précipitées, écoulées, évaporées, stockées. Ces différentes eaux sont mesurées en millimètres, ce qui correspond à une tranche de 1 millimètre sur une surface de 1 mètre carré. Alors, lorsqu'on dit une quantité d'eau en millimètres, ça veut dire que c'est une quantité d'eau qui correspond à l'épaisseur d'un millimètre sur 1 mètre carré. Si on regroupe toute cette eau, c'est un cube de 10 centimètres, c'est-à-dire donc de 1 décimètre, ce qui veut dire que c'est un litre d'eau. Une lame de 1 millimètre correspond à 1 litre par mètre carré, ou bien 1 décimètre cube par mètre carré, ou bien 1 kilogramme par mètre carré. Alors, quand on dit qu'un millimètre est tombé sur un hectare, une surface de 1 hectare, ça veut dire que chaque mètre carré de ce hectare a reçu 1 millimètre. Ça veut dire que dans l'ensemble, il y a eu 10 tonnes d'eau qui sont tombées sur cet hectare. Alors, l'équation du bilan hydrologique est la suivante. P plus S égale R plus E plus S plus ou moins delta S. P, c'est les précipitations, liquides ou solides, qui sont interceptées par le bassin versant. S, c'est les ressources en eau existantes de la période précédente, c'est-à-dire les eaux souterraines, l'humidité du sol, la neige, la glace, tout ce qui existe dans le bassin versant au début de l'année hydrologique considérée. R, c'est le ruissellement de surface et l'écoulement souterrain qui ont quitté le bassin versant. E, c'est l'évaporation, y compris l'évapotranspiration. S plus delta S, c'est les ressources en eau accumulées à la fin de la période en millimètres. Donc ça, c'est le résultat qu'on calcule à la fin de la période, dans laquelle nous avons S, c'est-à-dire les ressources existantes, plus les ressources en eau qui se sont ajoutées aux ressources existantes. Donc, pour faire le bilan hydrologique, donc l'équation P plus S égale R plus E plus S plus ou moins delta S devient, c'est delta S qu'on cherche, la différence entre les quantités interceptées, les quantités qui sont entrées dans le système, c'est-à-dire le bassin versant, par rapport à celles qui sont sorties. Donc, delta S est égal à P plus S moins R moins E moins S. Ça veut dire que delta S, on enlève donc la partie S des ressources existantes de la période précédente, P moins R moins E. Pour répondre à la première question, on va commencer par convertir toutes les données à la même unité, c'est-à-dire le millimètre. Alors, en entendant par ça le millimètre par mètre carré par an. Donc, on travaille sur l'année et on travaille sur une moyenne d'un mètre carré. Alors, la surface du bassin versant est de 105 km², soit 105 millions de mètres carrés.
Les précipitations ont 1280, c'est 1288 millimètres. L'évaporation et l'évapotranspiration, c'est 610 millimètres, donc ils ont été injectés dans l'atmosphère, donc perdus par le bassin versant. R, c'est-à-dire le ruissellement mesuré au niveau de l'exutoire, c'est un débit en mètres cubes par seconde. Donc on va convertir l'unité annuelle en millimètres de ce débit. C'est-à-dire on va rapporter le débit en secondes sur l'année et au niveau de toute la surface du bassin versant. 2,14 mètres cubes par seconde. Dans un mètre cube, il y a 1000 tranches de 1 millimètre. Donc, c'est 1000 millimètres. Et la seconde, on va la rapporter à l'année, c'est 365 jours par an, 24 heures, et chaque heure contient 3600 secondes. Alors, tout ça, on va le diviser sur la surface du bassin versant, 105 millions de mètres carrés, pour avoir le ruissellement, c'est-à-dire l'eau qui a été perdue au niveau de l'exutoire, par chaque mètre carré du bassin versant. Donc, c'est 643 millimètres par mètre carré par an. Le bilan hydrologique est delta S est égal à P moins E moins R, c'est-à-dire les précipitations reçues par le bassin versant, moins l'évapotranspiration et moins les eaux ruisselées et écoulées au niveau de l'exutoire. Il nous reste 35 millimètres par mètre carré par an. Ça, c'est le bilan hydrologique annuel. La deuxième question est donner le stock à disposition à la fin de l'année en admettant un stock initial de 183 millimètres. Donc le stock initial au début de l'année, c'est S, c'est 183 millimètres. Donc le stock final serait, sachant que le stock initial S0 est de 183 millimètres, on a S final est égal à S0 plus delta S. Donc 183 plus 35, plus le bilan. Ça nous donne 218 millimètres. C'est le stock final qui existe, qui reste dans le bassin versant. Enfin, la troisième question, qu'en déduisez-vous quant à la nappe phréatique? Calculez la variation en pourcentage. Alors, variation du stock delta est, 183 millimètres correspond à 100% et 35 millimètres correspond à la variation, à X%. C'est une règle de 3 qui nous permet de trouver que la variation est de 19%, 19,3%. Alors, que peut-on dire de cette variation? Ce qu'on peut dire c'est que cette variation du stock delta S est positive. Positive exprime le fait que la nappe soit rechargée durant l'année. Mais on ne peut pas dire si elle est une recharge significative ou peu significative parce qu'on ne connaît pas la consommation au cours de cette année positive, de cette année hydrologique. Et on ne connaît pas la variation qui a eu lieu l'année avant pour voir quelle est la consommation et que si cette variation positive est significative ou bien non significative. Cela dépend de la consommation. Je vous remercie.